Notre deuxième chapitre du programme de première année est le marketing stratégique ou mercatique stratégique. Donc on rappelle par rapport au premier chapitre qu'on est vraiment dans cette phase-là, c'est-à-dire la phase de mercating stratégique, la première étape où on va d'abord analyser le marché et son entreprise et ensuite on sera amené à pouvoir faire des choix parce qu'on aura analysé, parce qu'on aura des éléments qui nous permettent de faire ces choix. Donc on retrouve le rappel de la démarche mercatique du premier chapitre et l'objectif du marketing stratégique en rappel une analyse interne et externe qui va nous donner un outil de synthèse que l'on verra dans ce chapitre qu'on appellera la matrice SWOT. Et ensuite la phase de choix stratégique, la cible, le cœur de cible, les cibles, le positionnement, c'est-à-dire l'ADN, qui on est, et là où les stratégies mises en place par l'entreprise. En introduction, on a vu une définition du marché au sens économique, le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. En marketing, on a rajouté que ce marché, en fait, il était très lié à un territoire donné et par rapport à un type de clientèle. Et on a vu deux notions, le B2B, business to business. Donc business, mon entreprise s'adresse à business, une autre entreprise, ou B2C, business to consumer, mon entreprise s'adresse à des consommateurs, donc des particuliers. On a vu ensuite qu'il existait 4 types de marchés, le marché principal, le marché environnant, le marché générique et le marché support. Le marché principal concerne des entreprises qui vendent des produits identiques, semblables, ce sont mes concurrents directs. Le marché environnant concerne des produits qui peuvent satisfaire le même besoin, par exemple se restaurer, mais qui ne sont pas des produits semblables. Si je suis dans la restauration rapide, des produits qui peuvent permettre de se restaurer, ça va être les bistrots, les restaurants à thème. Mais ce ne sont pas des produits semblables, donc ça ne fait pas partie de la restauration rapide. Le marché générique, c'est le marché principal, plus le marché environnant. Et le marché support, ce sont des marchés qui sont nécessaires au bon fonctionnement de mon marché. Si je fais de la restauration rapide, il me faut des fruits, il me faut des légumes, il me faut de la farine, il me faut des emballages, etc. Et donc, on avait vu que les concurrents directs étaient ici, les indirects étaient ici, et les fournisseurs étaient ici. On avait fait une application au niveau du marché de l'hôtellerie. Le marché environnant, on est sur tout ce qui concerne l'ensemble du secteur de l'hébergement, c'est le marché générique. Et le marché support pourrait être toutes les fournitures, notamment la literie, matériel et autres, et bien sûr aussi tous les transports. Comment évoluent les marchés? Donc on avait vu qu'ils évoluent en fonction du cycle de vie des produits, avec 4 phases, la phase de lancement, la phase de croissance, de maturité et de déclin. On avait vu aussi des cycles de vie atypiques. On avait dit qu'on pouvait synthétiser nos éléments de l'analyse interne et externe dans le schéma synthèse qu'on vous avait proposé dans le cours et que vous avez dû remplir et qu'on a corrigé ensuite. Au niveau de l'analyse externe et interne, dans l'analyse externe qui sera développée sur le troisième dossier, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que la demande. On avait dit que la demande était constituée de la population globale avec les non-consommateurs absolus, les non-consommateurs relatifs, les clients de la concurrence, les clients de l'entreprise. On avait vu aussi comment évoluer la demande. On a vu aussi la notion d'élasticité, lien qui existe entre deux variables. Et dans le cours, on avait travaillé la demande avec les prix. Est-ce que quand on baisse les prix, la demande augmente? Est-ce que quand on augmente les prix, la demande baisse? On est amené à calculer un rapport, une variation, donc ce qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix. Comment est-ce qu'on va étudier la demande? Donc ça, on avait dit qu'on l'étudiait dans le deuxième dossier. On avait vu qu'on pouvait faire des études documentaires, recherche. Ensuite, on pouvait interroger les gens. On était sur l'étude quantitative. Et on pouvait faire aussi des études qualitatives. On y reviendra dans les révisions sur cette partie qui concerne vraiment l'étude spécifique du consommateur. Comment connaître les besoins des consommateurs? On est toujours dans le deuxième et troisième dossier. Le comportement d'achat du consommateur avant l'achat, après l'achat et pendant l'achat et après l'achat. Donc on est sur le parcours client, mais ça c'est notre dossier 2. Au niveau de la concurrence, on avait dit que la concurrence pouvait être directe ou indirecte. Direct, on a dit qu'on est sur des produits similaires. Indirect,
On a dit que ça satisfaisait le même besoin, mais on n'est pas forcément sur le même type de produit. Donc si on est sur l'hôtel d'Occitanie, la concurrence directe, ce sont les hôtels, et les concurrents indirects, ce sont des entreprises qui peuvent satisfaire aux mêmes besoins, c'est-à-dire l'hébergement, mais qui ne sont pas de l'hôtellerie. La concurrence peut être importante ou inexistante. Monopole, un seul vendeur. Oligopole, plusieurs vendeurs. Concurrence, une multitude de vendeurs. Comment fait-on pour étudier la concurrence? On avait vu qu'on faisait essentiellement des études documentaires. On ne va pas aller avec un questionnaire interroger nos concurrents. On ne va pas non plus aller faire une étude qualitative sur nos concurrents. On va pouvoir uniquement aller rechercher de l'information qui existe déjà, notamment sur Internet. On avait vu par exemple qu'on pouvait rechercher des informations sur les hôtels qui étaient proches du Zénith. L'étude de la concurrence ou des secteurs d'activité avoisinants, on avait appelé ça le benchmarking. On avait vu aussi des outils de veille comme Alerty ou Google Moderator. On avait fait des applications sur Accor Hotel. Et on avait travaillé aussi sur les concurrents indirects. Au niveau de l'analyse externe, qu'est-ce que l'analyse externe? Alors on avait dit que quand on étudie l'environnement dans l'analyse externe, c'était l'économie, l'écologie, l'aspect culturel, géographique, technologique, démographique, politique, etc. Donc on avait dit qu'on pouvait faire au niveau du macro-environnement, on pouvait se servir d'un moyen mnémotechnique qu'on appelle PESTEL. PESTEL, politique économique, sociale, technologique, environnementale et légale. On pouvait rassembler le politique et le légal et faire le modèle PEST. Comment fait-on pour étudier l'environnement? Donc on va aussi rechercher de l'information, on est sur les études documentaires exclusivement. On va rechercher notamment sur Internet, dans la presse. On avait fait des exemples. On est allé sur monemplacement.com par exemple pour travailler sur l'environnement géographique. On avait vu la notion de zone de chalandise. On s'était dit que la zone de chalandise, elle était surtout utilisée dans le monde de la restauration. La zone de chalandise, c'est le temps et la distance que parcourt un chaland pour venir consommer dans mon établissement. On parlerait plutôt de zone géographique pour l'hébergement et de zone de chalandise avec les courbes isochrones et isométriques pour la restauration. On avait vu l'évolution liée à l'environnement technologique, notamment avec la géolocalisation et la réalité augmentée. On avait fait une application au niveau d'Accor Hotel aussi. Au niveau de l'analyse interne, c'est la deuxième phase, c'est le potentiel de l'entreprise, c'est les forces et les faiblesses. Alors si on est une grande entreprise qui existe déjà, on peut travailler sur l'ensemble des couples produits-marché. Si on se lance dans le secteur, on aura un seul couple produit-marché, bien évidemment. On étudiera éventuellement la matrice BCG, mais là aussi ça concerne que les grandes entreprises qui ont plusieurs produits et qui doivent se poser la question quels sont leurs produits vache à lait, leurs produits star, leurs produits dilemme et supprimer éventuellement les produits poids morts. Et on avait vu aussi un exemple avec le groupe Accor et l'évolution de leur carnet des marques. Au niveau de l'outil des synthèses, c'est la matrice SWOT qui permet de faire la partie interne avec les forces et les faiblesses, la partie externe avec les opportunités et les menaces. C'est essentiellement cet outil-là que vous mettrez dans votre projet d'entrepreneuriat de deuxième année. On avait vu l'exemple d'Accor et d'Euro Disney. Cela va nous amener à une deuxième étape, la phase de choix stratégique, la cible. Donc au niveau de la cible, on est sur l'ensemble des consommateurs que l'on souhaite viser et le cœur de cible, ce sont les consommateurs particuliers. C'est une nouvelle segmentation de la cible. Si ma cible, par exemple, ce sont les femmes qui sont jeunes, ici le cœur de cible, on va se dire que ce sont les femmes qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont jeunes cadres, par exemple. Comment va-t-on faire pour choisir sa cible? La cible, elle dépend bien sûr du type de produit que je vais vendre. Il faut que le produit soit capable de toucher la cible. On sera amené à travailler ensuite sur un chapitre sur la segmentation qui nous permet de nous poser la question, est-ce qu'on va choisir l'ensemble des clients, donc une stratégie indifférenciée, ou au contraire, est-ce qu'on va segmenter et on va être amené à choisir une ou plusieurs cibles. Toujours
dans les choix stratégiques, le positionnement. Donc on a vu une définition du positionnement, il y a 3 éléments, la place que je souhaite occuper sur le marché, pourquoi je veux occuper une place spécifique pour me différencier, et pourquoi il est important que je me différencie pour être visible dans l'esprit du consommateur. On avait fait un exemple autour du marché hôtelier et des applications autour de McDonald's et de Burger King. Enfin, on a vu les qualités du positionnement. Un positionnement, il doit être simple, quelques notions, quelques éléments, c'est mon ADN, on doit savoir facilement qui je suis. Il doit être pertinent, reposer sur les attentes des consommateurs, il doit être crédible, c'est-à-dire que ce que je dis, je le fais. Il doit être original si possible, parce que je dois pouvoir me différencier, et il doit être rentable. On avait fait des exemples sur les différents positionnements. Enfin, au niveau des stratégies, ce sont les objectifs du moyen et surtout du long terme de l'entreprise en termes de concurrence, en termes de prix, en termes de cible, en termes d'implantation sur un nouveau marché. On avait vu les stratégies en fonction de la concurrence, leader, challenger et suiveur. On avait vu en fonction de la cible de segmentation, mais on y reviendra dans le chapitre sur la segmentation avec indifférencié, ou bien dans les stratégies de segmentation adaptées, différenciées, concentrées, one-to-one. On avait vu des stratégies en fonction du prix, écrémage, je vends à des prix plus élevés que la concurrence, alignement au même prix, pénétration des prix plus bas. On avait vu par exemple le Goûtu sur Paris qui propose des mini sandwichs à partir de 1 €, ou on avait vu les établissements Éclos lancés par Dubrul et Pélisson à partir de 28 € la chambre. On avait vu des stratégies en fonction du marché visé, du produit proposé. C'est la matrice d'Ansoff. Donc soit je me lance sur un nouveau marché avec un produit que j'ai déjà. Ça a été l'exemple du groupe Shangri-La ou Peninsula quand ils sont arrivés sur Paris parce qu'ils n'étaient pas présents sur le marché français. On a des stratégies de diversification. J'arrive avec un nouveau produit sur un nouveau marché. Ça a été le cas par exemple du groupe Accor qui est arrivé sur le marché chinois avec Grand Mercure, une enseigne qu'il n'avait pas, pour pouvoir facilement s'implanter sur ce marché-là. Je peux aussi très bien rester sur le marché où je suis déjà avec un produit qui existe déjà. Par exemple, chaque fois que Campanile va lancer un nouveau Campanile sur le marché français, ils vont créer un nouvel établissement Campanile sur un endroit en France où ils ne sont pas, mais le marché français, ils y sont déjà et le produit Campanile existe déjà. Donc stratégie de pénétration du marché. Attention à ne pas confondre avec la stratégie de pénétration en termes de prix, vue précédemment. Je peux aussi sur le marché où je suis déjà présent, le marché actuel, arriver avec un nouveau produit. C'est le cas par exemple du groupe IAG, le groupe IAG, Intercontinental Hotel Group, qui est arrivé avec l'enseigne Even Hotel sur le marché exclusivement américain avec un nouveau produit, les Even Hotel qui n'existaient pas. On avait vu aussi les stratégies en fonction des avantages que j'ai par rapport à la concurrence et du segment de clientèle que je vise avec la matrice porteur. Donc stratégie de diversification, de domination par les coûts ou de spécialisation. Et on avait fait l'exemple du générateur hôtel, où on devait retrouver la cible de positionnement et le bon positionnement. Est-ce que c'était un bon positionnement, et les stratégies mises en place. Donc je vous laisse refaire bien sûr l'ensemble des exercices de ce chapitre.